Bon, trop c'est trop, à un moment donné, il faut que quelqu'un réagisse. On voit ces derniers temps énormément d'articles et énormément de traders qui vous parlent des différentes valeurs refuges pour couvrir vos positions, couvrir vos portefeuilles face à des risques géopolitiques, monétaires, économiques, etc., etc. Et ces traders ou ces journalistes vont vous orienter sur des valeurs refuges qu'ils ne comprennent même pas. Ils vont vous orienter sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs refuges. Ils ne vont jamais vous expliquer comment les institutions travaillent ces valeurs refuges ou même les différents opérateurs de finances de marché ou de finances internationales, et ils vont toujours vous énoncer la même liste de valeurs refuges comme l'USD ou les marchés obligataires américains, le cours de l'or, le cours de l'argent, le cours du yen japonais, le cours du CHF, etc., etc. En gros, des valeurs qui, de prime abord, paraissent des valeurs refuges. Et dans la liste que je viens de vous énoncer, dans la liste que je viens de vous énumérer, il n'y a malheureusement pas que des valeurs refuges, et le yen n'est absolument pas, en finance de marché, une valeur refuge. Une valeur refuge, par définition, c'est un actif qui va avoir une capacité à conserver sa valeur, peu importe le contexte économique, que les investisseurs utilisent pour protéger leur capital en période de crise ou d'incertitude économique, financière, géopolitique, etc., etc. Donc on va maximiser la demande institutionnelle pour ce genre de produit quand les choses deviennent un petit peu plus compliquées pour les gestions de main portfolio, en fait, quand les portfolios principaux commencent à être exposés par rapport à diverses variables géopolitiques, monétaires, etc., etc., comme je l'ai cité plus tôt. Et s'exposer sur des valeurs refuges, ça permet de compenser la volatilité, mais de surtout couvrir les pertes latentes des gestions de portefeuille principales. Et maintenant que vous avez la définition de ce qu'est qu'une valeur refuge, sur le plan bien sûr théorique, vous ne pouvez pas penser que le yen japonais est une valeur refuge, ou alors vous allez couvrir votre portfolio avec une valeur qui n'est pas du tout, mais pas du tout en définition, une valeur refuge. Le yen n'en est pas. Je vais vous présenter, bien sûr, dans les prochaines grandes lignes de cette vidéo, pourquoi ça n'en est pas une. Et surtout, comprendre que si jamais vous écoutez n'importe qui sur Internet à ce propos, vous risquez d'amplifier vos pertes sur déjà la couverture de votre gestion de portefeuille qui est déjà en mal en point à cause de variables géopolitiques, macroéconomiques, monétaires, etc., etc. Vous allez en fait amplifier les biais de déficit, alors que, au contraire, une valeur refuge, c'est quelque chose qui est censé couvrir la volatilité, implicite ou non, d'une valeur sur différents produits dérivés comme les options par exemple. Mais comprenez bien que le yen japonais, lui, peu importe là aujourd'hui la situation dans laquelle il est, il n'est absolument pas une valeur refuge pour l'ensemble des valeurs principales qu'on va travailler finalement sur les marchés financiers, sur le forex, etc., etc. Mais comme on l'a dit, une valeur refuge sert à nous couvrir sur une partie du capital géré, mais ne nous sert pas directement en tout cas à faire de la plus-value, à faire du bénéfice sur la gestion, sur les opérations qu'on va faire sur les valeurs refuges. Et c'est ce qui va nous permettre, de notre côté en tout cas, de définir en fait un objet de couverture sur la gestion principale, sur l'exposition primaire du fonds géré. Et dans l'équation, on s'en fiche que les assets globaux, les généraux en fait, fassent l'objet de défense institutionnelle pendant une période de complications géopolitiques, même fondamentales plus globalement, qu'on a une devise qui soit soutenue parce qu'on a une confiance en fait dans la balance commerciale, dans le business international d'une économie, etc., etc. On s'en fiche de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir confiance, c'est de posséder en fait une valeur refuge qui va aller à la corrélation négative à notre gestion de portefeuille primaire pour ne pas nous exposer en fait à de la perte en capital, de perdre en fait le rendement en cours, le rendement latent du portefeuille. Et il nous faut du coup des éléments pour calculer notre rentabilité, pour calculer notre perspective de couverture. Et toutes les devises ne sont pas sujettes aux mêmes variables, tous les assets ne sont pas sujets aux mêmes variables. Et les portfolio managers, les asset managers vont devoir choisir, définir en fait leur perspective de couverture sur du contrat à terme, comme de l'option, comme du futur également, sur d'autres produits dérivés comme du swap de devise ou sur des contrats forward pour pouvoir en fait définir leur perspective. Et les cost of carry, donc en gros les frais de portage, ne vont pas être les mêmes en fonction des différents produits, des différents finalement sous-jacents. Donc, comme par exemple le marché de l'or n'est pas assujetti finalement aux mêmes frais de portage qu'une devise comme le CHF ou le JPY. Autrement dit, on va avoir différents coûts associés pour pouvoir couvrir le portefeuille. Donc concrètement, la pertinence de couverture va dépendre du coût de portage de l'asset choisi pour cette couverture, du rendement principal de l'asset que l'on utilisera pour la couverture du portefeuille et de la corrélation négative entre les assets du portefeuille et de la devise ou de l'asset de couverture. Et parmi les premières valeurs que l'on pourrait citer en tant que refuge, on peut bien sûr ne pas passer à côté de l'or, de l'argent, de l'USD, du CHF et bien sûr aussi de tous les produits libellés en dollars américains, notamment à consonance obligataire. Et maintenant qu'on a un cadre, je vous invite tout simplement maintenant à m'accompagner sur la compréhension de pourquoi le yen n'est absolument pas une valeur refuge. Et ça l'est depuis au moins les années 2012-2013. Le yen n'est plus un objet de couverture, n'est plus une devise de couverture depuis
les années 2013, ça fait plus de 10 ans. Donc quand votre formateur vous dit que le yen, le JPY, est une valeur refuge, je vous invite tout simplement à regarder l'inertie de la courbe du yen depuis les années 2013 et à voir finalement par rapport à d'autres valeurs refuges ce qui est fait. Et vous verrez que l'inflation du JPY par rapport au CHF sur les 10 dernières années dépasse les 112%. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait du côté des institutions pour se couvrir sur un portefeuille donné, que ce soit du boursier, du forex, peu importe. Je vais vous démontrer comment on fait, sur quel type de produit, et notamment dans cette vidéo, ce sera sur un contrat type forward. Ça va vous permettre finalement de comprendre comment les institutions fonctionnent, de surtout ne pas croire n'importe qui sur internet qui vous dit que telle ou telle devise ou tel asset finalement est une valeur refuge. Non, non. Quelqu'un qui a travaillé en institution doit rentrer dans le sujet, doit rentrer dans le contexte, doit rentrer aussi dans les détails, comme là on va le faire dans cette vidéo, pour vous démontrer en fait comment les opérations de couverture sont faites, par quel type de contrat, par quel type d'opération. Et ça va vous permettre, notamment cette vidéo, de ne pas croire n'importe qui se dit avoir été opérateur en salle de marché, qui se dit avoir eu un desk en asset management, au front office notamment, en FIA, en hedge fund, etc., etc. Donc n'hésite pas à nous soutenir pour que l'on puisse devenir la première chaîne de trading en France, puisque apparemment il n'y a pas beaucoup de personnes sur internet qui se disent institutionnelles pour de vrai. Et j'espère en tout cas que ce format te plaît, que le contenu évidemment institutionnel de Cosmen te plaît aussi. Si c'est le cas, je te laisse nous mettre un petit j'aime, de nous suivre aussi, si ce n'est pas déjà fait, et puis de partager la vidéo pour que l'on puisse avoir un peu plus de vues, un peu plus de reconnaissance pour notre travail. Et on est parti pour démontrer que le yen n'est pas du tout une valeur refuge. Et si je dois être honnête, sincèrement, moi j'avais pas prévu de faire ce genre de vidéo pour YouTube. Bien sûr, après, ça n'est pas d'une qualité incroyable, mais franchement, quand je vois qu'un très grand nombre de personnes se fait tromper sur internet en pensant regarder du contenu pédagogique sur YouTube ou sur internet, et qui voit finalement que parmi les valeurs refuges, on mentionne le yen dans un classement très serré entre l'USD, l'or, l'argent, etc., etc. Franchement, moi ça me révolte, et si je dois être honnête, ça me faisait rire jusqu'ici de voir des personnes sur internet parler de ça. Et quand j'ai vu le nombre de vues, sincèrement, de personnes qui voient ce genre de contenu et qui pensent que c'est vrai, regardez simplement la valeur du JPY depuis les années 2012, donc date à laquelle Shinzo Abe et Kuroda à l'époque ont réformé en fait les politiques japonaises, quelles qu'elles soient, entre le budget et le monétaire, et le yen japonais, qui faisait d'abord l'objet depuis tout ce temps de taux très bas ou de taux négatifs, en gros, était l'une des victimes d'une politique ultra accommodante du côté de la BOJ, jusqu'au 19 mai dernier, 19 mai 2024, on a eu une politique monétaire qui a influencé la valeur du JPY sur la perspective long terme, et depuis 2013, on a perdu 92% de valeur face au dollar américain du côté du yen japonais. Et quand je vous parle de ça, bien sûr, je parle d'inflation. On a eu une inflation sur le marché d'échange pour le yen face au dollar américain de 92% depuis les années 2012-2013. Autrement dit, il faut presque le double de la quantité de yens de l'époque pour acheter de l'USD aujourd'hui. Et oui, le refinancement JPY était, depuis les années 2012-2013, fortement incité, puisqu'on pouvait emprunter du JPY auprès des institutions japonaises pour que dalle, c'est-à-dire un taux d'intérêt risible pour investir sur des obligations d'État américains ou même tout autre asset finalement qui permettait de faire de l'intérêt face à une devise en JPY ou même en rendement obligataire complètement risible. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on est dans une dynamique où on ne veut pas relancer la valeur du JPY sur le marché d'échange. Au contraire, on veut faire en sorte que le JPY soit l'objet de refinancement, soit par la perspective de l'emprunt, soit la perspective du carry trading. Et dites-moi à quoi ça servirait à partir de ce moment-là, à partir de cette base monétaire, à quoi ça servirait d'essayer de se couvrir en yen japonais alors qu'on est concrètement sur une devise, non pas refuge, mais de refinancement. On a une devise qui fait l'objet de spéculation de la part des institutions qui vont emprunter du yen sur les marchés interbancaires pour pouvoir chercher à investir sur d'autres assets. Vous n'avez pas du tout là la définition d'une valeur refuge sur le marché interbancaire ou sur les marchés financiers. À l'inverse des opérations qui sont effectuées pour de la couverture, il y a le carry trading, et si c'est l'inverse de la couverture, le carry trading, est-ce qu'on est sur la définition, je le répète, mais d'un yen qui est une valeur refuge? Non. Lorsqu'un asset management ou un portfolio manager, par exemple, va chercher à couvrir une part du portefeuille, lui, ce qu'il veut, c'est que la valeur qu'il va définir comme objet de couverture soit qualitative et intégrante dans son statut de stabilité dans le taux de change ou dans la valeur. Il ne veut absolument pas que cette valeur soit en plus un déficit, en plus, bien sûr, pour son portfolio. C'est complètement contre-intuitif et aucune institution, aujourd'hui, n'utilise le yen comme devise de couverture. Et pour être ultra pertinent dans mon énoncé, dans mon postulat, on va simplement mettre le CHF face au JPY en perspective depuis 2018, même si on va simplement prendre un peu plus de hauteur pour expliquer la position qu'on a sur le CHF. En fait, entre 2015 et 2022, la BNS avait maintenu des taux d'intérêt négatifs à moins 0,75%. Malgré tout, le coût de portage sur un horizon de 5 ans coûtait 3,75% pour finalement se couvrir en francs suisses. Et malgré ces frais de portage élevés, le franc suisse a supporté une appréciation de 10% face au dollar américain entre 2018 et 2022, donc assurant son côté
quantité de valeurs refuge. Et de l'autre côté, même en ayant des coûts de portage excessivement élevés, il restait compétitif par rapport à d'autres valeurs de marché. Et pour le JPY, étant donné qu'on est sur un support de carry trading et qu'on n'a aucun frais de portage sur le carry trading, il n'y a pas d'intérêt en fait à détenir du JPY pour aller crosser de la valeur américaine, européenne, etc. etc. C'est qu'on a un JPY qui a nominalement perdu sur la période 2018-2022 17% de change face au dollar américain. Donc déjà qu'on a un coût d'opportunité à s'exposer sur le JPY directement, puisqu'il n'y a pas d'intérêt sur la devise, donc le taux directeur est inférieur finalement à d'autres devises sur le marché. On n'a pas de perspective où la valeur de la devise va s'améliorer ou va s'apprécier en valeur. Donc en fait là on a une devise qu'on détiendrait dans le portefeuille qui ne rapporte rien par l'intérêt et qui en plus ne prend pas de valeur par rapport à d'autres devises régionales, par exemple comme l'AUD ou le NZD, et qui face à d'autres valeurs refuges comme le CHF se fait défracter. Donc en fait là, comme je vous l'ai dit, la perspective des asset managers dans la détention de JPY, elle n'est pas orientée vers la propriété en yens, mais en refinancement en JPY pour acheter d'autres valeurs. Pire encore dans l'exemple, on est sur deux devises, donc le CHF et le JPY, qui ne présentent pas du tout le même taux d'intérêt sur la perspective moyen terme, ni les mêmes réformes monétaires sur la perspective moyen terme. Et en plus de ça, depuis les années Covid, depuis 4 ans, le CHF yen a quand même pris de la valeur, il a pris 50% du taux de change. Donc en gros, le yen vaut 50% de moins que le JPY finalement en circulation il y a 4 ans, en 2020. Vous imaginez, il y a 50% de hausse sur le cross CHF yen. Si les deux étaient des valeurs refuges, pourquoi il y aurait une décorrélation aussi forte entre les deux assets? D'autant qu'on a tous les cross JPY, donc GBP JPY, USD JPY, CHF yen, peu importe, tous les cross JPY aussi sur leur plus haut historique là depuis 2-3 mois. Et si on doit être honnête, bien sûr, si le yen était une valeur refuge, tous les éléments de crise qu'on a eu depuis 2020 aurait dû être l'objet, pour le yen notamment, et un moteur pour que le yen reprenne en valeur. Comme c'était le cas pour le CHF qui se retrouve là, actuellement, sur ses plus hauts, le SXY notamment, sur ses plus hauts, et par rapport à d'autres devises qui ne sont pas spécialement non plus en forme, le CHF, lui, en a profité qu'il y ait une demande institutionnelle en hausse pour de l'objet de couverture. Et sur les 12 dernières années, le CHF yen a grimpé en tendance haussière de 120% par rapport au cours de change de 2012. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, on s'en fiche que le Japon détienne sa dette, on s'en fiche que l'économie japonaise soit censée être une économie stable. On s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse quand on doit couvrir un portefeuille ou une partie du portefeuille, ce qui nous intéresse, c'est de savoir en fait le bêta du portefeuille par rapport à des valeurs de couverture. Et ces valeurs de couverture doivent être absolument stables ou alors décorrélées complètement avec les valeurs qu'on a dans le portefeuille. Et le yen japonais, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ne présente absolument pas et ne présentera pas pour l'instant les fondamentaux qui définissent en fait une valeur refuge pour de la gestion portefeuille. Et bien, j'ai conscience que pour la majorité d'entre vous, le concept de couverture peut être un petit peu abstrait. Je vous invite à simplement m'accompagner maintenant sur un exercice, celui qu'on a préparé pour vous, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le cheminement de l'objet de couverture de la part d'une institution qui va chercher finalement à se prémunir des risques qu'un portefeuille peut présenter pour son bilan, pour sa gestion portefeuille. Donc on va tranquillement rentrer dans le détail de comment les opérations sont faites, par quel type de contrat, par quel type aussi de véhicule d'investissement. Et j'espère que vous comprendrez en fait les différents écarts types qu'il y a entre la rémunération qu'on a via une gestion portefeuille, la couverture qu'on a sur un asset type et la couverture qu'on aura aussi à la fin de l'exercice en yen japonais. On est parti. Imaginons que vous êtes un asset management très connu, que la Fed a des taux d'intérêt à 5% et que la BNS a des taux d'intérêt à 1%. Que vous avez 2700 milliards d'assets sous gestion, dont 25% exposés à la volatilité du dollar américain, et que vous voulez commencer à construire votre véhicule de couverture qui n'est pas déjà fait, avec la conviction que le dollar peut perdre 10% de sa valeur sur le moyen terme. Vous choisissez la carte de la défensive Forex Or avec le franc suisse comme devise de référence Forex, et vous devez couvrir 25% de ce portefeuille car on arrive dans un cycle de forte instabilité et que vous ne voulez absolument pas prendre le risque de perdre le plus gros du gain latent du portefeuille. Vous avez donc la mission de couvrir 675 milliards pour le fonds avec une hauteur de participation sur la couverture de 50% pour le franc suisse et 50% pour l'once d'or. Et je précise bien qu'il y a des frais de portage uniquement sur des devises. L'once d'or ne présente pas de frais de portage, si ce n'est les frais de stockage, etc., etc. Pour faire l'objet de cette couverture, soit j'utilise des fonds propres de l'asset management pour pouvoir acheter comptant du franc suisse auprès d'un market maker et ainsi ne pas payer de frais de portage, soit j'utilise un contrat forward, donc comme là dans cet exemple, sur un an qui va me coûter des frais de portage ici de 4%, puisqu'on part d'une BNS qui a des taux d'intérêt de 1% et une Fed qui a des taux d'intérêt à 5%. Dans le calcul, on va comprendre le taux de change forward USD-CHF. Dans le calcul, on va aussi incorporer le taux de change spot USD-CHF à 0,90, le taux d'intérêt sans risque en
l'USD par exemple à 5%. Et pour le CHF, c'est toujours pareil, on va aussi incorporer le taux d'intérêt sans risque en CHF de 1%. On va aussi finalement faire le multiplicateur, donc en temps, on a une échéance de 1 an, et on va du coup avoir un taux forward qui sera toujours plus élevé que le taux spot, car je renonce à un rendement plus élevé sur les USD en échange d'une exposition à une devise avec un taux d'intérêt plus bas, donc ici en CHF. Donc ici, le taux forward sera à 0,936 CHF. Et pour l'exposition sur l'or, c'est le même mécanisme. On est sur un volume de 125 millions d'onces d'or négociées. Donc on va partir du postulat où on a acheté une once d'or à 2700. Donc étant donné qu'il n'y a pas de frais de portage sur le contrat forward sur l'or, on est finalement sur un contrat sur une base de 2700 $ l'once. Il n'y a pas trop de problème pour le calcul. Et pour maintenant se projeter vers l'avenir, l'asset management, je le rappelle, mais s'attendait à ce qu'on ait une dévaluation du dollar américain à 10% sur le marché d'échange ou même par rapport au franc suisse. Et au final, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a un franc suisse qui a gagné 10% de valeur face au dollar américain, donc c'est le dollar américain qui a décroché. Et en face de cela, on a même le cours de l'or qui a explosé en cours de bourse, puisqu'il a même atteint 3000 $ l'once, bien sûr, dans notre exemple. Donc afin que vous ne me perdiez pas, on a mis tout ça dans un tableau avec Eddy pour que vous puissiez vraiment comprendre tout le raisonnement institutionnel qu'il y a derrière, dans cet exemple notamment. On était sur un montant notionnel à couvrir de 337,5 milliards de dollars à l'époque, puisque je vous le rappelle, on avait 25% du portefeuille total à couvrir, ce qui représentait une valeur de 675 milliards, je le rappelle, et divisé par 2, du coup, en francs suisses et en or, ça représentait 337,5 milliards de dollars. Et étant donné que la valeur de marché après dépréciation de 10% du dollar américain représentait 371 milliards pour le franc suisse et 375 milliards pour l'or, on avait justement en fait une perspective de gain brut et justement une obtention aussi de ce gain brut pour le franc suisse de 33,75 milliards et pour l'or finalement avec le gain finalement qui a été effectué puisqu'on est même monté jusqu'à 3000 $ l'once grâce à un événement géopolitique dans notre exemple, on a un gain de 37,5 milliards de dollars américains. Donc je le rappelle, on dénomine toujours le coût de portage pour les devises notamment du gain brut puisque c'est en fait une charge en plus, c'est un ratio de rentabilité qui nous enlève finalement de la rentabilité brute bien sûr. Et comme là dans notre exemple le taux d'intérêt était de 4%, ça représente 13,5 milliards de coûts de portage en USD bien sûr pour notre trading finalement de couverture sur le franc suisse. Donc on est finalement pour des perspectives de portefeuille sur une perte de 33,75 milliards et là je parle de la position couverte notamment en USD pour que ce soit pour le cours de l'or ou pour le cours de l'argent, c'est simplement un cumul et on est sur un total finalement de gains nets sur notre perspective de 57,75 milliards. Donc bien sûr c'est en dessous de la perte totale du portefeuille sur le dollar américain, mais dans tous les cas nous ce qu'il nous fallait finalement c'était une couverture pour éviter finalement de perdre de l'argent en ne faisant absolument rien. Et étant donné que la perte sur le capital est de 67,5 milliards de dollars, la couverture a permis quand même de faire un gain à plus de 57 milliards et ça nous permet finalement d'avoir couvert quand même la majorité des pertes du principal de notre portefeuille, donc bien sûr libellé en dollars américains. Ça n'a pas totalement couvert, mais on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir couvert quand même sur un laps de temps donné le portefeuille et toujours dans une dénomination institutionnelle. Dans tous les cas, on sait que les valeurs cycliques, que les perspectives cycliques finalement aussi sur les valeurs de devises sont totalement finalement conjoncturelles et peuvent finalement s'éroder aussi. Donc pour vraiment rester concrètement pertinent dans mes propos, comprenez bien que la valeur d'une devise, ça fait ça, que c'est fluctuant, que ça va parfois monter, parfois ça va baisser par rapport à des fondamentaux précis, parfois monétaires, économiques, etc., même politiques parfois. Et la baisse de vitesse du dollar américain dans ce cas de figure-là va complètement parfois se retourner sur un horizon de temps court, mais au moins sur la perspective annuelle où le dollar américain a été faible, on a trouvé par l'or et le CHF des moyens pour compenser en fait la perte de vitesse du portefeuille, autant dans la partie rentabilité que surtout dans la partie baisse de rapport de valeur de capital. Donc ici, la couverture en CHF et en or a fonctionné, même si les coûts de portage de 13,5 milliards jouent sur la rentabilité de la couverture, mais ce que je vous rappelle, c'est qu'on n'est pas dans une dynamique à faire du rendement, à faire du bénéfice par l'objet de couverture. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir une dévaluation du capital à cause soit, bien sûr, d'une perte de vitesse de la valeur principale de l'asset management, soit d'avoir une perspective conjoncturelle qui joue trop sur notre rentabilité. Et comme je vous le dis, pour avoir une perspective financière saine pour le bilan qui arrive, on veut toujours compenser un maximum la volatilité effectuée et surtout prévue en fait par des événements futurs. Donc ici, la perte finale du portefeuille n'est que de 9,75 milliards de dollars alors qu'elle était prévue à 67,5 milliards de dollars. La couverture a excessivement bien marché, même si on a toujours une perte nette de 9,75 milliards de dollars. La fluctuation du dollar américain devrait se rétablir sur le moyen terme, encore une fois parce que la valeur d'une devise se répercute par rapport aux valeurs d'autres devises et aussi, comme je le dis, indépendante à certains phénomènes de marché ou phénomènes fondamentaux.
Donc là, la perspective, elle est vachement bien réussie, et comme je vous l'ai dit aussi, malheureusement, parfois les objets de couverture ne marchent pas, parce que si les devises de couverture ont une performance négative par rapport à la valeur de votre gestion de fonds, en fait, la performance de votre gestion de fonds principale, bien sûr, compense en fait l'objet de couverture. Donc certes, ça représente toujours cette horizon de stabilité, mais c'est quand même un coût d'opportunité phénoménal, parce que ça implique des frais, ça implique malheureusement aussi des perspectives sur la rentabilité. Mais n'oubliez pas, ce qu'on veut, c'est se protéger, c'est couvrir un portfolio, malgré des phénomènes qu'on a attendus ou pas. Parfois, c'est des phénomènes géopolitiques qui font que les primes de risque explosent drastiquement en fait sur les valeurs refuges. Et là, en fait, l'exemple que je vous donne, c'est que cette valeur refuge, le CHF et l'or, ces valeurs refuges plutôt, ont fait leur taf. Et maintenant, on va parler d'une toute autre dynamique, où là, on va incorporer du JPY à la place du franc suisse, pour que vous puissiez comprendre vraiment les spreads de performance qu'il y a entre le yen et le franc suisse. On va prendre l'exemple, comme en 2023, lorsque le yen a fait pire rendement que le dollar américain, avec un USD yen en hausse year to date à l'époque de 7%. Dans cet exemple, l'USD yen valait au début de l'année 128 yens pour un dollar américain et a fini l'année à 140 yens pour un dollar américain, soit une dévaluation du yen de 8% face à un dollar, qui pourtant, lui de son côté, le dollar a perdu 10% de sa valeur face au franc suisse. Sur le contrat forward, ça rapporte un taux d'intérêt sur base de 134,7 yens pour un dollar américain. J'ai bien sûr gardé les mêmes taux que le premier exemple plus haut pour faciliter la compréhension. La Fed maintient donc ses taux à 5%, tandis que la BOJ a des taux d'intérêt à moins 0,10% pour prendre l'exemple de 2023. Donc, on récapitule. On a une valeur notionnelle à couvrir de 337,5 milliards de dollars à couvrir en yens japonais. Et pas de chance, malheureusement, le yen au final ne fait pas de rendement, ne fait même pas son taf de devise de couverture. Et on a donc un portefeuille qui est exposé à la dévaluation de la devise principale du fonds géré. Et on a un yen qui, en plus des coûts de portage, perd de la valeur face à la devise qu'on cherchait à couvrir. Donc, le déficit du portefeuille est complètement amplifié. On a des pertes qui sont malheureusement complètement ingérables. Et ça, à cause du fait que le yen n'est pas une valeur refuge. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on a la même couverture notionnelle à couvrir, d'accord, que l'exemple avec du CHF. Simplement, la différence, c'est qu'on a une valeur de marché après un an qui a complètement fait dévisser en fait la valeur du portefeuille. On passait donc d'un montant notionnel à couvrir de 337,5 milliards de dollars américains pour le yen japonais. Au final, la valeur de marché après un an est de 324,42 milliards de dollars américains. Donc, on a un yen japonais qui a perdu 8% face à l'USD, ce qui représente en fait une perte comptable de 13,08 milliards de dollars américains. Ajoutez à cela un coût de portage à 17,36 milliards de dollars en dollars américains, donc ça représente une perte nette en fait de 30,4 milliards de dollars américains. Donc on a en fait une devise qui n'a pas fait son job de couverture pour permettre en fait au dollar américain de pérenniser en fait son déficit latent, donc sur un an, par rapport à d'autres devises forex type CHF. Et en plus de ça, le yen japonais fait pire que l'USD sur le marché du forex sur un an. Donc en fait, on a une devise qui se fait carry par la devise principale qu'on cherchait à couvrir. Ça n'a aucun sens. Et par ce tableau, vous comprenez qu'il n'y a aucun intérêt pour un asset manager ou un opérateur de marché à se couvrir avec du yen japonais. On a quasiment un différentiel, un coût d'opportunité de 50 milliards de dollars à couvrir notre position en USD, bien sûr, avec du JPY. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui de couvrir nos positions avec du JPY, parce que même avec des frais de portage à 13,5 milliards de dollars du côté du franc suisse, on a quand même un gain latent qui nous permet en fait de compenser la dévaluation du dollar américain, et avec l'aide aussi de l'or et le fait qu'il n'y a pas de frais de portage direct en tout cas par le taux d'intérêt sur de l'or, parce qu'il n'y en a pas, on est sur une perspective de négatif, bien sûr, mais quand même une perspective de couverture qui rend le résultat net après couverture sur un an de 9 milliards de dollars en négatif, bien sûr, sur la couverture avec du CHF et de l'or. Tandis qu'avec du JPY, on est sur une couverture qui n'a quasiment rien apporté par le biais du JPY, et c'est plutôt d'ailleurs l'or qui a fait tout le travail. Et l'or d'ailleurs compense drastiquement la perte de vitesse du yen japonais, mais comme je vous l'ai dit, le fait que le dollar américain était plus fort que le yen japonais, c'est le yen japonais qui a complètement été carry par l'USD dans l'équation. Et donc là, on clôture du coup avec un total pour la couverture yen-or avec 60,4 milliards de dollars américains en négatif. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes toujours d'avis à ce que le JPY soit une valeur refuge? Normalement, par cet exemple, vous comprenez que non, et même si c'est un exemple sur une base théorique, parce que bien sûr, je ne me repose pas sur le contexte de marché d'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que cette compétence-là, je la garde pour les personnes en formation. Là, vous avez simplement, en fait, un visu sur les perspectives passées qu'on a connues, par exemple, en 2023 pour la dévaluation du yen face au dollar américain sur le marché d'échange, et derrière le gain qu'on a eu, par contre, du CHF sur le marché d'échange. J'ai juste changé les taux d'intérêt pour que vous ayez simplement la compréhension.
Si vous voulez simplement suivre tout cela avec nous et surtout comprendre comment fonctionne la finance de marché, la finance internationale, etc., et que comment on peut utiliser tout ça pour notre trading, là à ce moment-là les garçons, il va falloir que vous me suiviez directement au sein de la formation Cosmen, au sein des lives que je fournis. Mais déjà par cette vidéo, simplement théorique, vous comprenez que le yen japonais au grand jamais n'est une valeur refuge. Elle n'a ni le mandat principal d'être en décorrélation avec les valeurs risk on, puisque c'est elle-même une valeur risk on, et en plus de ça, ça fait depuis 2012-2013 que le yen n'est plus une valeur refuge ou une valeur en fait de couverture tout simplement. Donc si vous suivez des personnes sur internet qui se disent avoir été en institution, qui se disent avoir été professionnels, qui se disent en fait être traders professionnels, etc., et qui vous disent que le yen japonais est une valeur refuge, et finalement qui se reposent uniquement sur quelques articles sur internet qui disent en fait que le CHF est une valeur refuge, que le JPY est une valeur refuge, que l'or est une valeur refuge, etc., mais toujours pareil, toutes les personnes qui sont allées en institution ou qui ont vraiment eu de la gestion portefeuille à faire pour le compte d'une banque ou même pour le compte de clients en faisant du flow trading, c'est que le yen japonais n'est absolument pas une valeur refuge, et tous les brokers sur internet qui vous disent que le yen est une valeur refuge, vraiment faites attention à qui vous parlez quand vous êtes en train de vous former sur la partie trading. Faites vraiment attention, d'accord, à tout ça, puisque vous allez avoir un retard phénoménal sur les vrais financiers de marché, les vrais professionnels de la finance, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour de la gestion portefeuille, que ce soit pour du trading, que ce soit pour n'importe quoi, pour même de la partie analytique. Comprenez bien que vous avez un retard phénoménal sur l'ensemble du corps financier si vous écoutez n'importe qui sur internet, et ça vous montre surtout en fait que vous ne pouvez pas avoir de raccourci pour devenir rentable en trading. Et j'espère par cette vidéo que vous comprenez tout le travail qu'il faut comprendre pour définir en fait des biais de travail sur les différentes valeurs mobilières et non mobilières également en trading ou même en gestion portefeuille. Et là, en plus du fait qu'on parle d'un marché quand même spécifique, qu'on parle quand même des opérations spécifiques, un objet de couverture, faire de la couverture, ça ne présente pas de l'intérêt, c'est de l'arbitrage, ça représente en fait un travail énorme au niveau de la recherche, du coût d'opportunité qu'on a face à d'autres valeurs. Le fait aussi que pour le yen japonais, on a des expositions à certains d'autres marchés, autres que du marché monétaire, comme le marché de l'énergie, etc., etc. Comprenez bien, d'accord, que le yen japonais, c'est pas une valeur refuge, c'est une devise de refinancement, c'est une devise qui sert en fait à, avec du forward ou n'importe quel contrat spécifique, contrat à terme, swap de devise, peu importe, ça nous sert en fait à emprunter de l'argent à un taux très bas, très bon marché, pour acheter soit du corporate bond américain, européen, peu importe, ça nous permet en fait d'acheter des assets qui ont un rendement supérieur à notre coût de refinancement avec du JPY, du carry trading hein, tout simplement. Et ces opérations-là sont tout l'inverse des opérations de couverture. Après, bien sûr, ne me tuez pas. Bien sûr que l'arbitrage et le hedging ne sont pas du tout les mêmes opérations. Bien entendu que le hedging se repose sur des convictions futures que l'on attend sur un asset, tandis que l'arbitrage, c'est surtout en fait réguler les inefficiences du marché, les irrégularités de marché, entre les différents aussi, les différentes bourses de valeur ou les différentes devises de contrepartie. J'entends totalement, mais je vous parle surtout en fait de la synergie qu'il y a entre les deux, qu'on essaie en fait de couvrir un maximum les perspectives négatives entre autres d'une devise par rapport à une contrepartie, qu'on essaie finalement de profiter un petit peu de l'inefficience du marché et de surtout se couvrir contre de la volatilité qui n'est pas voulue ou même des rendements qui sont un petit peu attendus comme irréguliers ou présentant une menace pour le portefeuille. Donc bon, ce sera fait sur une énorme vidéo, j'espère que tu es encore là et que je n'ai pas été trop barbant, mais comprends bien que on doit toujours juger, on va dire, un livre à son contenu et non pas à sa couverture. Quelqu'un qui va te dire, et que ce soit un site internet, que ce soit un formateur, que ce soit un ancien qui se dit être financier de marché, qui se dit avoir été trader pour une institution, etc., qui dit que le yen japonais est une devise de couverture et non pas une devise de refinancement, c'est qu'il y a un énorme red flag. Et comme je te dis aussi, pour juger tout cela, il faut être formé correctement, il faut avoir été aussi formé par quelqu'un qui a été en finance de marché, qui a été aussi trader pour le compte soit d'intervenant, soit par le compte de la propre banque ou de l'asset management. Mais comprends bien que moi, à mon échelle en tout cas, par ce YouTube, je peux toujours faire du contenu. Ce sera toujours la même loi de Brandolini, c'est-à-dire essayer de démontrer par A plus B que quelqu'un qui dit des conneries a tort, et dans ces cas-là, finalement, il faut 10 fois plus de contenu et d'explications pour que la vérité soit enfin actée. Voilà, il faut simplement en fait que tu comprennes que aujourd'hui, si tu pars d'une base zéro, que tu veux vraiment devenir rentable, que tu veux vraiment devenir trader professionnel, je pense que tu sous-estimes vraiment, mais réellement, la charge de travail qui est nécessaire pour devenir rentable et pour aussi avoir une inertie de croissance en fait dans ta gestion de portefeuille, pour la création de ton futur, etc., etc. Je te demande de ne pas croire n'importe qui sur internet, sur le contenu, sur aussi la provenance de son lifestyle, en gros les revenus qu'il a, que très souvent les personnes qui disent faire du trading, etc., ils sont toujours dehors, ils font des conneries sur un yacht, ils font des conneries sur un jet ski, ils ne sont jamais devant leur graphique, ils ne présentent jamais des études comme nous on peut le faire sur Cosmen, même si je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Voilà, comprenez bien que tout cela doit être vraiment vu de votre côté. Si vous voulez devenir vraiment rentable en trading et que vous avez la fin de réussir
réussir. Dites-vous que tout le temps que vous vous donnerez à suivre des personnes non compétentes, c'est du temps qui sera perdu, qui ne sera jamais rattrapé. Et c'est de l'argent aussi que vous allez perdre en faisant des bêtises et qui peuvent être vraiment passables. C'est vraiment, comme je vous dis, cette prise de conscience qui vous fera réussir. Et donnez-vous aussi du temps pour réussir. Je vous remercie d'avoir été là pendant toute cette vidéo, j'espère que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer un commentaire de questions pour que je puisse y répondre dans l'espace commentaire YouTube, ou alors à nous contacter directement soit sur notre site internet pour prendre rendez-vous, soit sur nos canaux privés sur Telegram ou sur notre adresse mail pour n'importe quelle question. Si vous avez besoin d'aide pour votre trading, si vous avez besoin de soutien pour que l'on puisse faire à notre échelle une forme de soutien, de formation chez Cosmen, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet pour qu'on puisse vous donner toutes les armes possibles et imaginables pour devenir rentable. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, à nous soutenir, parce que à mon échelle, bien sûr, il faut que je lance des vidéos, il faut que je fasse des sujets, mais sans votre soutien, malheureusement, ce sera un travail vain. Il faut absolument que vous nous laissiez un petit commentaire, un j'aime et un partage, mais dans tous les cas, voilà, je reste à votre disposition si y a besoin, et on se revoit très bientôt. À plus.